Ok, ben on va donc démarrer notre table ronde sur la cybersécurité. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Paul Terran de Thales, qui est responsable de la chaire CyberR. Marc Oliver Pal, professeur à l'IMT de Rennes, qui est responsable de la chaire appelée CyberCNI, cybersécurité des infrastructures critiques. Et Jonathan Keller, qui est ingénieur de recherche et représentant de la chaire valeurs et politique des informations personnelles, donc VPIP, à Télécom Paris. Donc avant de commencer à vous poser des questions sur la cybersécurité, je pense qu'il est mieux de faire un petit tour de table et de présenter ou bien les chaires dont vous êtes responsable, présenter les objectifs et les partenaires de ces chaires. Et comme ça, on aura une idée claire sur vos chaires et après, on passera aux questions. Donc, je vais commencer par le plus loin, donc par Paul Terran de Thales. Est-ce que vous pouvez nous parler de la chaire CyberR? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous, bien entendu. Parler de la chaire cyber est assez facile. Elle a été créée officiellement au Salon du Bourget de 2017, autour, à l'origine, d'une idée qui est d'étudier la cyber-résilience du monde de la défense aérospatiale. À l'époque, nous avions défini parce qu'on était dans des grandes discussions, 3 axes de recherche. L'un qui concernait les agents intelligents de cyberdéfense autonome. Le deuxième qui concernait, disons, la coopération cybercognitive, la coopération entre des moyens cyber, et notamment des agents autonomes cyber, et l'homme, l'opérateur humain. Et puis le troisième axe qui concernait, disons, l'ingénierie, tant des agents intelligents de cyberdéfense autonome que l'ingénierie de cette interface cybercognitive. On a récemment restructuré les thématiques de la chaire. On a 2 thématiques en fait. La première, c'est resté les agents intelligents de cyberdéfense autonome. Et le deuxième sujet a trait plus largement à une diversité de sujets concernant la cyber-résilience dans le monde aérospatial, de la défense évidemment. Donc voilà à grande ligne le champ du travail de la chaire cyber de l'armée de l'air, qui est sponsorisée par Thales et Dassault Aviation, et dont la contractualisation, si on peut dire, a été actée par le général Lanata, qui était le chef d'état-major de l'armée de l'air à l'époque, Monsieur Trappier, qui était le président de Dassault, et le président de Thales. Alors, aujourd'hui, cette chaire, et je vais parler surtout de ma partie, puisque j'ai une co-titulaire qui est, elle, de l'armée de l'air, et plus précisément du centre de recherche de l'armée de l'air, à Salon-de-Provence, qui s'occupe du deuxième axe. Je vais plus particulièrement vous parler du mien, qui est les agents intelligents de cyberdéfense autonome. C'est un axe qu'on développe également dans le cadre de l'OTAN et d'une société scientifique internationale qui s'appelle AICA, International Workgroup, donc AICA IWG, et qui réunit aujourd'hui à peu près une cinquantaine d'institutions académiques, de partenaires industriels et un certain nombre d'autres adhérents.
Voilà. Et donc la chaire cyber de l'armée de l'air est en quelque sorte le chapitre français de l'AICA IWG désormais. Et donc nous menons la recherche sur ce sujet exclusivement. Alors aujourd'hui, l'état de l'art avance. Nous n'avions en 2015-2016, quand on a lancé ce concept nouveau, aucune idée de ce à quoi allaient ressembler de tels agents. Aujourd'hui, nous arrivons enfin au stade où nous allons avoir 2 premiers prototypes de ces agents conçus avec des technologies très différentes et à partir desquels nous allons pouvoir commencer à mener des études, à faire de la science et à créer de la connaissance. Donc notre priorité a été de créer ces objets de connaissance. Ce sont les prototypes. Il y a au total 13 défis de recherche et technologie. La première catégorie porte sur la construction même de l'agence, son ingénierie et son insertion dans le milieu hôte. La deuxième classe de défis concerne la prise de décision des agents. Il faut que les agents soient très smart et très fiables aussi dans leurs décisions. Donc là, il y a des avancées d'IA qui sont envisagées de façon assez significative. La troisième classe de défis concerne la résilience de nos agents intelligents de cyberdéfense autonome, parce qu'ils vont devenir des cibles du malware, évidemment. Et la quatrième classe concerne les doctrines d'emploi et d'autres dimensions plus sociétales, comme par exemple l'économie de ce genre de technologie dans le monde, évidemment, du futur, c'est-à-dire l'Internet des objets connectés et à l'identique dans le monde de la défense. Donc, on travaille sur un sujet éminemment dual et qui adresse finalement la complexité des futurs systèmes et la difficulté pour l'opérateur humain à conserver la maîtrise à la fois de la supervision et de la réponse cyber de ces systèmes très complexes, voire autonomes. Voilà, j'espère avoir fait un tour d'horizon suffisamment clair, mais je suis à votre disposition à tous si vous avez des questions. Ok, donc merci Paul. Donc on va passer à Marc Oliver Pal de l'IMT. Donc il va nous parler de la chaire cyber-CNI, cybersécurité des infrastructures critiques. Merci beaucoup. Donc, la chaire cyber-CNI, cybersécurité des infrastructures critiques, a été fondée en 2016. Nous sommes maintenant dans la deuxième phase et en train de renouveler pour la troisième phase. Et s'il y a encore des partenaires qui sont intéressés, nous sommes preneurs sur ça. Et je suis aussi très heureux d'être ici aujourd'hui et de voir un peu que les enjeux de la cybersécurité sont similaires sur chaque chaire un peu, mais les axes sont structurés un peu différemment et c'est naturellement clair et c'est aussi bien de voir et j'aime beaucoup cette chose d'avoir une journée comme ça pour aussi voir un peu comment on peut travailler ensemble. Donc c'est super, merci beaucoup pour l'invitation. Donc ma chaire, il travaille sur la cybersécurité des infrastructures critiques avec des partenaires Airbus, Amosus, BNP Paribas, EDF, Nokia Bell Labs et SNCF. Et ça vous donne déjà un peu les directions des champs d'application que nous avons. Nous avons Industrie 4.0 avec des systèmes OT et spécialement aussi des systèmes IT avec les banques. On a des systèmes IT, aussi des bâtiments connectés. Et avec IoT, naturellement, Industrial IoT, ce sont aussi des sujets qui sont super intéressants et importants pour nous. Plus aussi la partie Smart Mobility avec SNCF, c'est quelque chose qui est aussi avec nous sur la cybersécurité de train et aussi des bâtiments et aussi de l'infrastructure IT, OT derrière. La chaire, nous avons 8 PhD pour le moment. En effet, nous avons 6 et 2 sont encore ouverts parce qu'avec le Covid, c'était un peu difficile d'avoir les candidats internationaux venir chez nous, mais ça va être 8. On a une postdoctorante qui est actuellement à Télécom Sud Paris parce que la chaire, c'est IMT Atlantique à Rennes, Télécom Sud Paris
et Télécom Paris. Voilà, donc tous les trois institutions ensemble. Et il y a aussi des professeurs qui sont actifs sur la chaire avec Laurent Potet et Thomas Robert qui sont présents aujourd'hui. Les axes de la chaire, on a premier axe qui est sécurité par conception. Donc là, nous regardons comment est-ce que je peux sécuriser des systèmes avec policy-based management, configuration automatique des pare-feux. Là, on regarde aussi les SDN, les NFV. Deuxième axe, c'est l'aspect dynamique des systèmes à sécuriser. Et là, on regarde comment est-ce que je peux monitorer les systèmes, comment est-ce que je peux analyser les données, comment est-ce que je peux faire anomaly detection. Deuxième axe. Troisième axe, c'est mitigation. Si j'ai détecté qu'il y a une attaque, qu'est-ce que je peux faire automatiquement, semi-automatiquement contre ça, en réconfigurant les choses, etc. Donc l'IA est très important dans tous les axes. Et quatrième axe qui est aussi très important chez nous, c'est l'humain dans la boucle. Donc comment est-ce que je peux réintégrer l'humain dans ces systèmes complexes? Et là, nous regardons les interfaces immersives avec les interfaces 3D. Comment est-ce que je peux utiliser ça pour comprendre les gens des enjeux de la cybersécurité des systèmes complexes? Et ça, pour moi, c'est un peu comme une pyramide. Donc, on a des choses de la cybersécurité et à la fin, on essaie encore une fois d'avoir l'humain dans la boucle. OK, quoi d'autre? Ce qui est peut-être intéressant avec la chaire, c'est que nous avons aussi une speaker series une fois par mois où nous invitons les experts. C'est toujours le dernier mercredi. Et nous avons, du moins, sur Talk Cyber CNIFR, et nous avons aussi une école d'été qui va se dérouler fin novembre à Rennes, où vous êtes tous bien invités. Merci beaucoup. Merci. Donc, Jonathan. Merci, je voulais vraiment prendre le micro. Je suis Jonathan Keller, vous m'avez déjà vu ce matin. Je représente toujours Claire Levallois-Barthes, maître de conférence et cofondatrice de... Je parle pas assez fort? Comme ça? Ok, suivez-moi, merci. Donc, je représente toujours Claire Levallois-Barthes, j'essaie de garder le micro dans la main, qui est la cofondatrice de la chaire CVPIP, qui est une chaire pluridisciplinaire comprenant de l'économie avec monsieur le professeur Patrick Welberg, de la crypto avec madame Marine Laurent de Télécom Paris Sud, de la philosophie avec Marc Amoudi qui se trouve à Leuven, et donc Claire Levallois-Barthes qui elle est plus spécialisée en droit. On a une vision plus panoramique et horizontale que verticale et pyramide comme une pyramide. Et donc en fait c'est une approche sociétale pluridisciplinaire de l'utilisation des données, de la valorisation des données et de la place qu'on accorde maintenant au nouveau contrat social par l'algorithmie ou ce genre de méthode de processus d'information. J'ai fait le tour. D'accord, merci. Donc, je vais poser la première question à Paul. Au vu des évolutions actuelles dans les différentes technologies, que ce soit dans les réseaux ou dans les systèmes, comment peut-on voir la complexité des cyberattaques dans les systèmes complexes? Est-ce qu'on est toujours au même niveau? Est-ce que ces cyberattaques dans les systèmes complexes sont différentes de ce qu'on a dans les systèmes classiques? Est-ce qu'elles sont beaucoup plus sophistiquées? Comment peut-on comprendre ces cyberattaques dans les systèmes complexes? Alors, c'est une question complexe. Bon, toute blague mise à part, si on considère par exemple les réseaux de véhicule à véhicule, il est évident que c'est par exemple le type même du réseau qui se configure, se reconfigure au fil du croisement des véhicules
et du croisement des véhicules avec les équipements terrestres, par exemple. Donc, il est évident qu'on ne peut pas imaginer qu'un tel réseau, ou difficilement ou partiellement seulement, soit supervisé par un opérateur humain. Mais ça veut dire aussi que, du point de vue de l'attaquant, il y a soit la nécessité de cibler un véhicule en particulier, et ça ne sera pas à travers un réseau de ce type-là, sans doute par d'autres moyens, soit alors de lancer des attaques qui vont pouvoir se déployer à la mesure des connexions, déconnexions, reconnexions au sein de réseaux tels que cela. Et c'est un exemple. On peut prendre l'Internet des objets en général. L'Internet du champ de bataille, c'est à peu près la même logique. Alors, on va assister vraisemblablement à l'émergence de nouvelles stratégies d'attaque ou à la généralisation de certaines stratégies d'attaque. Par exemple, les attaques non ciblées, que peuvent être par exemple les attaques par ransomware aujourd'hui. Ces attaques se propagent au gré des connexions et des erreurs des uns et des autres. Demain, ça pourrait être une vraie stratégie d'attaque. En tout état de cause, le nombre des connexions entre les objets va ou risque de favoriser la navigation du malware d'objet en objet. Et c'est pour cette raison que nous, on a choisi de travailler sur l'idée que l'homme sera complètement hors de la boucle. Donc, c'est peut-être un point de vue extrême, évidemment. Quand on en discute, nombreux sont ceux qui n'imaginent pas encore que l'homme soit hors de la boucle cyber. Nous avons pris l'hypothèse contraire. L'homme sera hors de la boucle cyber, parce qu'il n'aura pas le moyen de réaliser ce qui se passe à la vitesse où les choses se passent, surtout avec des objets, par exemple, volants, tels que des taxis-drones transportant des passagers, donc avec un risque majeur pour la sûreté des passagers et du public en dessous. Donc, comme l'opérateur humain ne pourra pas ou comprendre ou réagir suffisamment rapidement et qu'il aura du mal à réaliser quelles peuvent être les conséquences de ces choix de contre-mesures, notre position est de dire bon, il faut remplacer l'homme. Et donc, ce sont ces agents intelligents de cyberdéfense autonome. Alors, ce qui pose évidemment en soi d'autres problèmes de complexité que je pourrais développer au-delà. Mais en tout état de cause, et ça c'est, je dirais, le regard général qu'on peut porter sur les développements technologiques actuels. Et on pourrait évoquer l'Air Traffic Management avec la réforme du contrôle du trafic aérien européen, par exemple, ou aux US. On va vers des solutions technologiques qui, évidemment, vont apporter de la fonctionnalité, mais qui vont créer des vulnérabilités au plus grand nombre et de la complexité de fonctionnement, donc de la difficulté pour l'être humain à gérer la cyber. Donc, est-ce un bon choix ou un mauvais choix? Je ne sais pas. En tout cas, c'est le choix qui est fait. Je crois qu'on a un devoir d'adresser par la recherche technologique, pas seulement peut-être, mais au moins par la recherche technologique, la complexité que nous créons en ce moment et qui sera celle des systèmes de demain. Demain, c'est les Jeux Olympiques de 2024, c'est l'exposition universelle qui commence à Dubaï vendredi, où on va voir des taxis volants, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on lit à droite à gauche. Donc voilà, la complexité commence demain et c'est pas ça. D'accord. Ok. Merci pour cette réponse détaillée. Vu qu'on parle des systèmes complexes et des systèmes donc infrastructures
critique. Donc, Marc Oliver, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ou bien un use case sur lesquels des use cases sur lesquels vous travaillez dans les systèmes critiques et est-ce qu'il y a des cyberattaques sur les systèmes ou les infrastructures critiques qui sont spécifiques à ces infrastructures et qu'on ne trouve pas dans les systèmes, entre guillemets, des systèmes simples? Merci, Rina, pour cette question. Donc, il y a plein d'exemples. Donc, on regarde beaucoup les systèmes de la fabrication, donc fabrication des avions, fabrication des trains. Donc, ce sont des infrastructures critiques, mais pour répondre à la question, quelle est la différence entre les systèmes pas critiques et les systèmes critiques? Pour moi, la plus grande différence est plutôt dans le sens qu'on a des systèmes cyberphysiques aujourd'hui qui jouent un rôle très important dans notre vie, qui est provisionnement de l'eau, de l'énergie. On a la santé, on a la communication, on a la transportation, on a aussi l'agriculture, par exemple, on a les banques, etc. Et la différence pour moi, c'est moins les systèmes, mais c'est plutôt l'effet de l'attaque. Parce que sur les infrastructures critiques, l'effet est beaucoup plus critique. Parce que si j'ai pas d'eau ou si j'ai pas d'énergie, c'est quelque chose où j'ai directement un problème. S'il y a un service qui marche pas, donc si les réseaux marchent pas dans l'école ici, c'est mal pour moi, mais c'est rien qui touche ma vie. Et donc, c'est la plus grande différence pour moi entre les systèmes non critiques et les systèmes critiques. Un aspect que je trouvais très intéressant de ce que Paul a dit, c'est mettre l'humain hors la boucle, parce que je suis en effet totalement d'accord avec lui, parce qu'on a aujourd'hui des systèmes, spécialement si nous regardons par exemple la ransomware, où on a une attaque où l'humain ne peut juste pas réagir assez vite. Parce que s'il y a des ordinateurs qui sont attaqués, et je peux les isoler ultra vite, j'ai peut-être une chance. S'il y a une décision à faire, j'ai aucune chance. Et comme ça, je suis totalement d'accord avec cette mesure de protection. En même temps, pour moi, d'avoir l'humain totalement hors la boucle, c'est pas vraiment réaliste parce que les buts de la sécurité, il faut toujours un humain qui dit, OK, le système doit se comporter dans cette manière ou dans cette manière. Et comme ça, je peux être d'accord, mais en même temps, je suis aussi convaincu qu'on va toujours avoir des interfaces pour les humains pour piloter les systèmes. Voilà, donc c'est un peu le commentaire là. Oui, par exemple, on peut avoir des ransomware sur les véhicules, par exemple, pour les bloquer et comme ça, l'humain sera dans la boucle. Et c'est lui qui participe à la solution, en fait, en décidant de participer ou non. Ça revient aussi à l'être humain. Peut-être un point pour ajouter, c'est ce que la sécurité et aussi la sûreté d'un système, ça dépend toujours à la partie la plus faible du système. Et la partie la plus faible du système, c'est souvent l'humain. Par exemple, pour les ransomware, c'est souvent des emails qui sont ouverts. Et comme ça, il faut vraiment, comme vous l'avez dit, une mesure de protection qui est vraiment verticale dans tous les domaines et multidisciplinaire pour avoir les humains dans l'éducation, avoir les mécanismes qui sont là, avoir tout bien configuré et aussi piloté. Voilà. Ok, merci. Oui. Vous avez tous les deux évoqué l'exemple du ransomware, par exemple, dans un véhicule. Si on reste dans la thématique du jour, un véhicule connecté ou autonome, qui a un ransomware, est-ce que si l'humain revient dans la boucle, c'est-à-dire qu'on pourrait désamorcer le côté autonome et reprendre le contrôle du véhicule, ou enfin, comment est-ce que vous l'imagineriez cette re-entrée de l'humain dans la boucle?
Moi, dans l'exemple que j'ai donné, c'est par exemple dans le cas où on bloque le système, par exemple, du véhicule pour l'empêcher pour empêcher le véhicule de rouler ou de communiquer avec l'environnement. Si en fait on paye pas pour les pirates, et ben la voiture reste bloquée. Où il faut tout réinitialiser et prendre la voiture chez le garagiste, ainsi de suite. Donc, parfois, l'humain décide de participer ou bien de répondre à ces pirates et de payer pour avoir une solution rapide. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai donné l'exemple de ransomware sur les véhicules. Si je puis me permettre, je voudrais évoquer un use case un peu général, puisque nous parlons d'automobile. Vous êtes au volant de votre voiture, super connecté, en fait un bel ordinateur à roulettes, si on peut dire, et d'un seul coup, votre véhicule est attaqué, c'est un ransomware par exemple, ça importe peu. Vous êtes un conducteur ordinaire, et même si vous êtes un geek, ça ne vous aide pas beaucoup. Il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire pour reprendre la main à 130 km/h sur l'autoroute si le malware menace les fonctions de sûreté de votre véhicule. Donc c'est là, si vous voulez, que l'optique que nous avons prise est de dire que à ce stade, l'opérateur humain n'a plus sa place, à moins qu'il désire mourir. On peut vouloir se suicider, mais je ne pense pas que ce soit le cas de la majorité des conducteurs et des passagers. Et par conséquent, il va falloir que un goodware plus rapide que l'être humain prennent en charge la situation. Qu'après, on dise aux conducteurs ou aux garagistes ou à un centre de supervision cyber de marque, par exemple, que telle attaque a eu lieu et que telle action a été prise et avec tous autres détails utiles, c'est possible et ça contribuera à une boucle vertueuse de renforcement de la cybersécurité et certainement de la cyberdéfense du véhicule. Mais dans le feu de l'action, compte tenu de l'enjeu de sûreté, moi et un certain nombre de mes camarades, nous ne croyons pas un instant que l'homme pourra être dans la boucle matériellement. Un commentaire à ça, donc si nous avons des comportements autonomes, une question qui vient automatiquement, c'est un peu l'éthique aussi de ce que fait le système, parce que ça donne beaucoup de responsabilités à celui qui développe le système. Donc l'exemple qu'on utilise toujours, c'est ce qu'on est sur pedestrian crossing, et là il y a un vieux, il y a un jeune, et la voiture doit décider lequel elle va tuer, et on n'a pas toujours ces décisions parce que les cas d'usage que vous avez décrits, ils sont bien cadrés, je pense. Et donc là, il n'est pas évident qu'il y a des questions dans cette direction, mais le moment où nous allons dans l'autonomie, c'est toujours quelque chose qu'il faut prendre soin et où il faut aussi que les ingénieurs que nous formons qu'ils ont aussi une éducation dans cette direction. Parce que la responsabilité de ceux qui créent le comportement autonome est super grand et ils sont souvent pas du tout au courant que c'est le cas. Quand ils développent un algorithme, que ça, c'est quelque chose où il faut prendre soin. Je crois que vous avez tout à fait raison, mais néanmoins, je dirais qu'il ne faut pas être effrayé par le concept d'autonomie. Parce que nous, êtres humains, nous sommes des êtres autonomes. Et face au même cas de figure, un jeune et un vieux sur le passage piéton 50 mètres devant nous ou 10 mètres devant nous, en tant qu'agents autonomes que nous sommes, nous allons avoir à affronter le même dilemme. Qui va-t-on écraser ? C'est horrible à dire, mais
c'est inévitablement le problème qui va surgir dans notre esprit à ce moment-là. Alors, je dis qu'un agent autonome, pour peu qu'on arrive à en faire une conception suffisamment intelligente, sera confronté à un dilemme naturel que nous aurions également. Deuxièmement, on pourrait dire, ah ben oui, mais alors, la responsabilité, qui va être responsable? Évidemment, on déporte le problème de la responsabilité vers le concepteur, le testeur, le constructeur, ses sous-traitants, etc. Enfin, et le constructeur, l'OEM, sera en première ligne dans ce cas. Bon, nous, en tant qu'agents individuels, nous pourrons aussi devoir nous présenter devant un tribunal parce qu'on aura écrasé une personne plutôt qu'une autre. Donc, quelle que soit la manière dont on regarde le problème, on a cette question de la responsabilité qui nous pend au nez. Donc, je crois qu'il ne faut pas en avoir peur, il faut au contraire l'aborder sereinement. Et c'est là que, évidemment, je dirais que la composante éthique doit intervenir, doit être prise en compte dans l'ingénierie des systèmes. Enfin, c'est trivial de le dire. C'est peut-être moins trivial à faire, mais oui, c'est une évidence. Il faut la prendre en compte. Mais n'ayons pas peur de l'autonomie. Ayons peur des conséquences de notre laxisme si on en venait à être laxiste en matière de sécurisation des véhicules autonomes. Là, nous serions vraiment pleinement responsables. Ok, je suis d'accord avec beaucoup des choses. Une grande différence entre le cas que moi je suis sur le pedestrian crossing et je décide et l'autre, et c'est que pour le système autonome, l'ingénieur a pris la décision avant et après elle est déterministe. Ou nous avons quelque chose qui n'est pas déterministe, mais c'est probablement aussi pas ce que nous voulons. Et ça veut dire l'ingénieur est un peu le dieu qui dit, ok, si ça c'est le cas, ça va se passer. Et si moi je suis dans la voiture, pour moi il semble pas déterministe ce que je fais, donc c'est une question de philosophie naturellement. Mais ça c'est un peu la différence, parce que si moi je suis l'ingénieur qui a programmé, ok, il faut toujours tuer le petit, ok, et le petit est moi, c'est moi qui est responsable parce que moi j'ai pris la décision avant. Et donc ça c'est un peu la différence pour moi. Voilà. Vous avez raison, et en même temps, quelle est la nature de la décision que nous, agents humains individuels, prenons face à un tel dilemme? Est-ce que c'est si différent? Je pense que là, il va falloir qu'on donne la main à Jonathan Keller pour nous donner la réponse d'un point de vue juridique. Donc, avant de vous donner la main, en fait, avec tous ces use cases ou avec ces évolutions technologiques, avec les différentes natures de cyberattaques, que ce soit sur le réseau des véhicules connectés ou sur les infrastructures critiques, il y a on va dire une grande conception juridique à faire pour ces réseaux. Comment le volet juridique s'évolue avec ces différents cas d'usage et avec ces différents réseaux qu'on n'avait pas avant. Et là, on est face à des nouveaux réseaux comme le réseau de véhicules connectés, ou d'un point de vue juridique, si on prend ces cas d'usage, c'est pas facile en fait à déterminer les responsabilités. Donc, comment vous voyez les choses d'un point de vue juridique, surtout sur l'exemple? Je vais aller vraiment très superficiellement, sauf si vous avez 3 heures. Déjà sur tout ce qui est infrastructure critique, et moi je vais y arriver en tenant bien le micro dans le bon sens, c'est très étrange. On a quand même un texte de loi qui a été, enfin des textes réglementaires européens qui ont été développés. On a quand même une bonne infrastructure européenne parce que ça fait partie des lois du marché européen pour pouvoir permettre une meilleure circulation des données à travers l'Union européenne.
Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que niveau jurisprudence, c'est-à-dire le vrai droit, l'interprétation du droit, on en a presque aucune. Parce que, justement, c'est des choses qui relèvent du... Je vais vous donner un exemple précis. Il y a 2 ans, par exemple, au CPDP, qui est un peu le grand raout des données personnelles en Europe, qui a lieu à Bruxelles chaque janvier, plus ou moins, ou décembre, le responsable de l'ANSSI, donc l'un des parrains de cette chaire Connected Care and Cyber Security, je vais réussir à le dire aussi, disait si vous êtes attaqué, enfin si vous avez une attaque, ne prenez surtout pas, enfin ne respectez surtout pas le RGPD. Appelez-nous l'ANSSI d'abord en premier, on regarde, on essaye de retracer le chemin, et ensuite vous pouvez prévenir les personnes concernées qui ont eu leurs données personnelles volées. Et en fait, tout ce qui relève du droit de la cybersécurité en France, c'est-à-dire, par exemple, si par exemple une grosse entreprise ne met pas les mesures les garanties de sécurité applicables pour pouvoir sauvegarder ses données, dans le genre de cas, c'est au mieux une condamnation CNIL. C'est pas une condamnation. Le droit positif, on a, tout du moins pour l'instant, on n'a pas de jurisprudence de personnes qui ont attaqué, je sais pas, par exemple Ubisoft pour les citer eux, parce qu'ils n'ont pas protégé suffisamment bien les serveurs avec les cartes bancaires. Donc on est de ce point de vue-là, le droit est relativement ignorant de tout ce qui est cybersécurité. On a des normes techniques, certes, sur lesquelles beaucoup d'entre vous travaillent. On a certes l'outil contractuel qui est présent, mais au-delà de ça, on n'a pas vraiment de jurisprudence, c'est-à-dire d'interprétation de vrais droits. Pour l'instant, si vous voulez, c'est comme si on disait on fait des règles qui s'appliquent, mais elles s'appliquent parce qu'on est content qu'elles s'appliquent, qu'il n'y a pas eu de problème. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, par rapport à l'exemple du choix entre la personne qui doit mourir et le vieux ou le jeune, c'est l'éthique, comme vous l'avez dit, vous le soulignez. Or, je vais être super violent, mais l'éthique, c'est pas du droit. On en est à des années-lumière du droit. C'est Madame la professeure Castel-Renard disait l'éthique, c'est du proto-droit, c'est l'ancêtre du droit, c'est l'homme préhistorique. Tout en sachant, et ça, c'est plus une révélation. Dernièrement, c'est que il a été plutôt souligner que l'éthique était un moyen pour les grandes entreprises américaines de parasiter le droit, c'est-à-dire de circonvenir le droit. C'est-à-dire ils ont poussé l'éthique au MIT au début des années 2005-2010 pour pouvoir dire en fait on va faire l'éthique, comme ça évitera qu'on travaille sur la régulation de l'intelligence artificielle et des systèmes complexes. Donc en fait, parce que c'est à ce niveau-là où les travaux de la chaire CVPIP sont super intéressants, c'est qu'on essaye aussi de pouvoir déterminer si il est loisible, il est normal, il est compréhensible que ce soit non pas des acteurs français, ça serait presque cool que ce soit des acteurs français, mais des acteurs américains avec une propre éthique, et là au vrai sens philosophique, c'est-à-dire avec une volonté de transhumanisme, de réguler nos choix de société à nous, Français, qui sommes plus Rousseauistes ou ce genre de choses, avec un contrat social, avec une espèce d'égalité devant la loi, et non par un remplacement au fur et à mesure des administrations par des algorithmes, qui, en général, non, je m'arrête ici, en fait. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui, allez-y. Il y a 5-6 ans, j'ai fait une conférence en Suisse avec quelqu'un que vous connaissez peut-être, je ne sais pas si vous l'estimez ou pas, hein, peu importe, c'est l'avocat Ben Soussan, et qui développait son idée du droit des robots. Alors, je ne veux pas qu'on parle du droit des robots en tant qu'agent possesseur, détenteur de droits particuliers, mais j'évoque ça parce que il y a potentiellement des avenues, des champs d'évolution du droit du monde numérique, pour le monde numérique, ou à cause du monde numérique. Est-ce que vous pensez que le droit tel que vous le décrivez, qui finalement, si je comprends bien, est figé, et je ne sais pas en juger parce que ça n'est pas mon domaine, est-ce que vous pensez que ce monde du droit est susceptible quand même d'une évolution a priori nécessaire quand on n'est pas spécialiste du droit, c'est ce qu'on peut penser, ou pensez-vous dans un regard plus pessimiste
que, au contraire, le droit a du retard sur les phénomènes technologiques actuels et qu'il serait temps qu'on fasse de la recherche en droit pour ou du monde numérique. Alors, en tant que chercheur contractuel, je serais pour faire de la recherche du droit numérique. Néanmoins, en toute réalité et pragmatisme, non, le droit est un outil très vivant. C'est ce que disait déjà la jurisprudence de la CEDH en 78. C'est-à-dire que on a quand même un carcan juridique qui sait s'adapter, un autre exemple très significatif, notre code civil date de 1904. On a enfin fait une réforme des contrats en 2016, alors que jusqu'en 2016, on était toujours avec le même code juridique. On avait les mêmes contrats. Le contrat de vente, on l'a fait à toutes les sauces. Même l'hébergement sur Internet, si vous voulez, c'était un contrat de location initialement. C'était le même contrat que quand vous prenez un bail pour personnel. C'était exactement plus ou moins les mêmes clauses pour faire de l'hébergement de données. Donc, si vous voulez, on a quand même, on aime bien notre fiction juridique. Enfin, notre fiction, le droit est une vraie fiction juridique. C'est quelque chose où grâce aux dispositions légales, on dit que ça existe alors que ça n'existe pas du tout. Donc, à partir de ce postulat-là, le droit est totalement extensible et peut être appliqué dans n'importe quel cas. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Si, mais finalement, ma question consistait à demander quelles sont aujourd'hui les pistes de recherche du droit pour s'ajuster au phénomène dont on est en train de parler, autonomie, cyberdéfense autonome, place de l'humain dans la cyberdéfense de systèmes complexes, etc. Alors, la cyberdéfense, c'est un sujet régalien. On peut pas faire plus régalien. Donc, en général, c'est vraiment régulé par le code de la défense, tout bêtement. Donc, quelque chose qui, je suis même pas sûr que ça passe par la loi. Je crois que c'est vraiment que des ordonnances ou du pouvoir exécutif, sauf pour le budget. Pour ce qui relève de l'utilisation civile, là, ce qui nous concerne un peu plus côté infrastructure critique, quoique même, on a beaucoup de je vais reprendre ici, moi, j'ai aussi bossé parlé par analogie. Il y a 3 mois, il y a la Commission européenne qui a dit maintenant, en fait, à partir du moment où il y a une norme technique qui est élaborée par les industriels qui peut être contraire aux valeurs de l'Union européenne, on s'arroge le droit de regarder son application. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait quand même une grosse délégation aux industriels qui est en train d'être plus ou moins récupérée et revendiquée par la Commission européenne et par l'Union européenne. Ce qui est un juste retour des choses. Pardon ? C'est un juste retour des choses, parce qu'il y a une exagération du mouvement normatif en ce moment. Il y a inflation. Tout à fait, mais en même temps, si vous voulez, dans les années 80, il y avait quand même eu une délégation en industriel, parce que au tout début de l'Union européenne, enfin à l'époque où c'était plutôt la Commission, c'était les gros textes, les directives de 300 pages qui étaient imbitables même pour les juristes, et encore plus pour les industriels. Alors il y a eu la nouvelle approche qui a dit les industriels, on comprend que vous en avez marre des 300 pages, on va faire des cadres très jolis où on vous dira ce que vous savez surtout pas le droit de faire, mais la façon dont vous devez le faire, c'est à vous de le faire en normes techniques. Donc oui, effectivement, c'est un retour des choses qui est soi-disant dû au scandale Volkswagen où il y a eu un trucage des résultats, mais qui est surtout dû à une volonté souverainiste de l'Union européenne de pouvoir reprendre le contrôle. Si je parle trop, dites-le. Je peux continuer. Donc, j'ai encore 3 questions en fait. Donc je vais poser la question à Paul pour lutter contre les cyberattaques, que ça soit dans les systèmes critiques ou dans les réseaux de véhicules connectés. On a besoin d'une coopération entre la défense, le monde académique et l'industrie. Jusqu'à quel point on est conscient de ça dans les appels à projets, dans les différents chaires et dans les différents projets qu'on a au niveau national? Je crois qu'il n'y a aucun problème dans ce domaine-là. Il y a une grande conscience, que ce soit, et je commencerai par là, de la part
des industriels ou des institutions gouvernementales. Le monde académique me paraît être très branché sur les problèmes du jour et donc avoir, même si elle est différente, une forte conscience aussi des choses. Je ne crois pas que qui que ce soit dans le triangle gouvernement, industrie, académie soit véritablement à la traîne. Après, vous savez, c'est toujours la même chose. Il faut monter des projets qui sont sensés, avec des partenaires qui ont envie de travailler ensemble et qui ont un background suffisant pour adresser les problématiques. Mais je pense pas qu'il y ait le moindre problème actuellement. D'accord. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Non, mais c'est ce que j'attendais en fait comme réponse. Donc, je voudrais poser une question technique à Marc Oliver. Dans les systèmes critiques ou dans n'importe quel je prends le cas de réacteurs nucléaires ou un aéroport par exemple. Souvent, quand on parle de la supervision, par exemple, on utilise des systèmes comme les systèmes SCADA. Est-ce que pour la détection des comportements, on va dire, malveillants, avant de dire des attaques, est-ce que l'analyse des prémices d'attaque permet d'avoir une idée globale sur ce qui se passe au niveau de ces réseaux-là et mettre ça dans le système de détection. Par exemple, quand on surveille un système, en fait, le sens de ma question, c'est n'est-il pas nécessaire de rendre le système de détection proactif en analysant les prémices d'attaque, surtout dans les systèmes de contrôle industriel, par exemple. Oui, donc très, très bonne question. Donc, ce qui est intéressant, spécialement avec ces systèmes industriels, avec les SCADA, mais même plus avec les PLC, c'est ce que les composants ils sont relativement faciles, dans le sens que voilà, les programmes qui marchent, on peut les bien comprendre, mais la complexité, elle vient en mettre des systèmes ensemble, ce qui fait le SCADA. Donc, ce sont des choses qui sont de plus en plus connectées. Et c'est ce qu'on a aussi avec les centrales nucléaires, c'est que maintenant, on a beaucoup des legacy systems qui n'étaient pas du tout connectés. Et maintenant, pour des bonnes raisons, d'avoir plus de souplesse avec la gestion, plus de possibilités de réutiliser le système, d'avoir une cycle qui est plus longue parce que je peux faire un update logiciel, on les connecte et après, on a ce système complexe où il est super difficile à détecter quelque chose. Deuxième partie de la question, donc les prémices des attaques, est-ce qu'il faut avoir des systèmes de protection proactifs? Moi, je disais oui, et avec la recherche avec les jumeaux numériques, je disais que nous faisons exactement ça. Donc, nous essayons de comprendre comment est-ce que j'expecte qu'un système que se comporte, et si je vois quelque chose qui est différent de ça, je peux déjà commencer à faire des contre-mesures. Et le mot « si je vois ça », on peut remplacer avec « si l'IA voit ça ». Et l'IA est peut-être plus sensible sur détecter quelque chose. Je pense maintenant aux données médicaux où le cancer pourrait être détecté beaucoup plus tôt avec l'IA qui a appris qu'il y a des choses qui n'étaient pas normales. Et la recherche que nous faisons pour le moment, c'est de faire quelque chose de similaire avec les systèmes SCADA, les systèmes industriels, de dire, OK, je collecte des données, je mets des algorithmes
non déterministe pour trouver quelque chose. Je fais des réseaux intelligence artificielle, apprendre des choses et peut-être on va trouver quelque chose qui sonne bien, mais naturellement on a des fausses positives, des fausses négatives comme ça. C'est aussi pas aussi facile de le faire, mais pour moi c'est une trace qui est très intéressant de suivre pour le moment parce qu'on a des techniques, on a aussi le calcul qui est là, on a aussi la possibilité de voir les données. Voilà. Dernier aspect comme réponse c'est la collaboration aussi entre des parties qui sont non-trusting. C'est quelque chose qui est aussi intéressant. Donc, si j'ai une usine et mon concurrent il a aussi une usine, tous nous deux, nous partageons que nous voulons faire quelque chose contre les cyberattaques. Et comme ça, nous avons un intérêt de partager les infos pour nous protéger contre les cyberattaques, mais en même temps, nous ne voulons pas du tout réveiller ou montrer ce que nous avons dans notre usine parce que c'est un secret de notre business. Et voilà. Donc ça, c'est aussi une piste qui est intéressante, qui pourrait nous aider de trouver ces prémices des attaques. Je pense par exemple aux DDoS attaques ou choses comme ça, de trouver ça beaucoup plus tôt. Merci. Ma dernière question, ça sera sur le cadre juridique pour lutter contre les cyberattaques. Là, Marc Oliver, il vient de parler il a donné un exemple des DDoS, donc je prends ça comme exemple. Dans le cas d'une attaque de type déni de service, on a le trafic qui passe par différents pays, par différents opérateurs. Et du coup, tous les opérateurs sont concernés par l'attaque de type DDoS. Si je prends le véhicule connecté, on a un véhicule qui est en France, je conduis ma voiture pour aller en Belgique ou ailleurs, je dépasse les frontières, et du coup, je serai techniquement, je serai dans un réseau d'un autre opérateur. Alors, et du coup, pour lutter contre les cyberattaques, on voit qu'il y a différents pays et opérateurs qui sont impliqués ou bien qui doivent être impliqués. Et du coup, que faut-il faire pour lutter contre les attaques à grande échelle ou pour les attaques dans le cas des véhicules connectés? Faut-il faire comme ce qu'on fait actuellement, un conseil, pas de conseil de sécurité, faire l'équivalent, un conseil international de cybersécurité, un conseil européen de cybersécurité? Où est-ce qu'on est actuellement du cadre juridique pour lutter contre les cyberattaques à grande échelle? Non, mais en plus, la réponse est relativement simple. Au niveau européen, il y a l'ENISA qui a été instituée dans le cadre de la directive installation critique. Donc, en fait, c'est l'entité européenne qui chapeaute l'ANSSI, qui regroupe aussi toutes les ANSSI donc, du reste de l'Europe. Donc, à ce niveau-là, eux, ils sont relativement efficaces. Ça, c'est pour le côté civil. Le côté police, on a quand même une des rares conventions internationales qui marche relativement bien, c'est la convention sur la cybercriminalité. Après, dans la réalité vraie et réelle, on a peut-être en tout et pour tout en France 100 cyber-flics et gendarmes à tout casser. Donc, on n'a pas les moyens, enfin, on n'a pas les spécialistes. Je crois que même la DSE, la Direction Générale de Services Extérieurs, sont en train de recruter au fur et à mesure des personnes télécom pour faire une vraie défense contre les cyberattaques. Et je veux dire, on en est vraiment en France au côté public, co-prémisse, et c'est même presque ridicule à ce niveau-là. Contrairement, par exemple, aux menaces chinoises ou russes, où là, eux ont une vraie industrie offensive électronique. Juste, si vous me permettez une petite précision concernant l'ENISA. L'ENISA n'a pas de rapport hiérarchique avec les agences nationales de cybersécurité comme l'ANSSI. L'ENISA est une agence européenne
dont le rôle pas très opérationnel, et c'est bien ce qui frustre les personnels de l'ENISA et son directeur général en particulier, n'a jamais permis à cette agence d'avoir vraiment une action, disons, véritablement efficace, prégnante en Europe. Donc, il faut... De pratico-pratique, je vous fais entièrement confiance. D'un point de vue juridique, je maintiens ma position. D'accord. Ok, bon, on arrive à la fin de cette table ronde. Donc, je remercie Paul Théron de Thales pour sa participation. Merci à Marc Oliver d'être venu et de participer à cette table ronde. Et merci à Jonathan. Maintenant, on prend une pause de 10 minutes au max. Et après, on aura la dernière présentation technique. Merci.